nickel. Donc moi, j'ai pas mis d'où je venais, sinon j'aurais pas pu l'afficher sur la carte. Je viens de la Réunion, donc j'ai fait beaucoup de kilomètres avant d'arriver ici. Pour mes études, je m'appelle Jonathan, je suis freelance depuis presque 2 ans. Avant ça, j'étais dans un cabinet que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Octo, qui produit pas mal d'ouvrages autour de la tech. Et donc une de mes spécialités, c'est l'architecture. Je vais essayer de vous raconter des choses. Ça peut être un peu compliqué des fois, donc n'hésitez pas à lever la main pour dire oh, là, j'ai pas compris. Essayez de vulgariser un peu plus. J'ai déjà essayé de vulgariser pas mal pour essayer d'aller doucement et de poser des sujets petit à petit. Si vous regardez un peu partout, vous trouverez peut-être pas Jonathan, mais JDU. Ouais. Comme vous voulez, moi ça ne m'embête pas. Donc je vais commencer déjà par essayer d'expliquer ce que c'est que l'architecture logicielle. C'est pas évident parce que ça regroupe beaucoup de choses et en même temps très peu de choses. Si vous demandez à un architecte quel est son boulot, je sais pas qui est architecte dans la salle. C'est quoi ton boulot? C'est très difficile à définir. On a 3 personnes, tu vas avoir 4 définitions différentes minimum. Donc ça commence toujours un peu comme ça. Ça dépend du contexte, ça dépend de l'équipe, de la taille de l'équipe, du secteur, etc. Alors moi, je fais très simple. Je vais voir sur Wikipédia, je tape architecture logicielle. Wikipédia me dit, bon, globalement, on décrit des machins avec des trucs. C'est à peu près ça qu'il faut comprendre. On dessine des choses. Et une fois que j'ai fait ça, je me dis comment ces machins vont fonctionner entre eux. Ça, c'est une deuxième question à laquelle je vais essayer de répondre. Et surtout, l'architecte, il ne dit pas ce qu'on fait. Donc, c'est pas l'architecte qui va vous dire on va ajouter au panier, machin. Lui, il dit comment on va faire. C'est essentiellement ça. Donc, l'idée, c'est d'essayer de venir apporter de la connaissance sur comment on va réaliser la solution à un problème, mais pas du tout résoudre le problème. Hein, c'est pas ça l'objectif. Ça ne veut pas dire qu'il est déconnecté complètement du problème. C'est là la subtilité. L'architecte, en fait, il va se retrouver vraiment entre les deux espaces. Il y a le problème, il y a la solution. Le problème, en général, c'est plutôt le business. C'est le métier, on dit, voilà, je veux résoudre telle ou telle problématique. La solution, c'est plutôt du logiciel. Donc, souvent, c'est des software engineers ou des développeurs qui vont bosser sur une solution. Et d'ailleurs, c'est leur job. Donc, ils savent faire. Mais l'architecte, il se met vraiment au milieu de cette danse pour essayer d'apporter la solution la plus adaptée possible, pas en termes de comment, pas en termes de quoi, pardon, mais plutôt en termes de comment. Donc si j'ai une solution, ici j'ai un problème, je veux vendre des chaussures, c'est une problématique. Un développeur, il vient me voir, il dit tu veux vendre des chaussures, moi je te mets un site YouTube, et c'est bon, tu vends des chaussures. La question à laquelle l'architecte va devoir potentiellement répondre, c'est est-ce que ta solution, elle va tenir pour 1000 utilisateurs, 10 000, 15 000, 100 000, 1 million, puis quand est-ce que ça casse? Est-ce qu'on en a besoin ou pas? Donc, il va challenger pas mal de choses autour de comment on a fait la solution et de quelle manière on va répondre, mais plutôt dans le cadre. Ça va? Je vous ai aidé un petit peu? Ouais. Moi aussi. En lisant ça, je me suis aidé moi-même. Donc, du coup, je vais reprendre les 2 parties que je vous ai données juste avant. Et la première partie, c'est d'écrire le fonctionnement, le comment on va faire, décrire comment on va faire, mais de manière symbolique. Ça, c'est une première partie. Puis après, je vous parlerai de le comment faire. Il y a plus de cadres à donner là-dessus. Donc, sur la partie symbolique, si on commence à se plonger dans le sujet, je vous invite à le faire, hein, d'ailleurs. Tapez architecture logicielle, modélisation. Vous allez voir, c'est folklorique. Il y a plein de choses. C'est riche. Moi, j'aime bien. Je m'intéresse à tout ça. Si je veux, par exemple, représenter une architecture avec différents niveaux, différents aspects, différentes perspectives, il y a un outil qui est sympa qui s'appelle le 4+1 vue, parce qu'il y a 4 vues et il y en a une de plus. On aurait pu dire les 5 vues, ça marcherait aussi, mais voilà, ça s'appelle 4+1. Et cet outil-là, il est beaucoup utilisé, il était beaucoup utilisé, moi je le vois de moins en moins, il était beaucoup utilisé parce que globalement, sur chacune des vues, on a des contributeurs qui vont être un peu différents. Sur les scénarios, par exemple, la vue qui est au milieu, c'est plutôt le business qui va venir contribuer pour dire, bah voilà, ce scénario, il se passe comme ça, il y a tel acteur, etc. Donc, on a une vue qui correspond plutôt à cette vue business. Sur une vue plutôt technique ou système, on va plutôt mettre des gens qui vont parler d'infrastructures, de machines, de serveurs, de bases de données, etc.
Donc c'est une vue qui est assez générale, on rassemble toutes les vues et ça nous donne une vision de l'architecture de notre produit. C'est un exemple. D'autres exemples, il y a UML. À droite, je vous ai mis un petit diagramme de séquence. Ça, je le vois encore souvent parce que ça aide vraiment les développeurs à comprendre l'interaction entre différentes entités. Ça marche bien. Et là, en bas, on a du BPM. Je ne le vois pas souvent parce que ça ne m'intéresse pas trop. Donc, si vous aimez le BPM, bravo. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, il y a plusieurs outils qui existent. Moi, ma problématique dans l'utilisation de ces différents outils, au quotidien, j'ai beaucoup d'interlocuteurs. Je rencontre des product owners, donc qui travaillent plutôt avec du business. Je rencontre des développeurs, des graphistes, des designers, des architectes, des gens qui font plutôt de l'administration système, des opérations, etc. Et ben en fait, je devrais utiliser un outil différent chaque fois que je discute avec quelqu'un. C'est un peu compliqué. Donc ça, c'est lié à la problématique du jargon. Dès que je commence à utiliser un terme en particulier, potentiellement, j'ai perdu la moitié de l'audience et ça ne marche pas. Donc, comment je peux faire pour éviter trop de jargon? Comment je peux faire pour garder le fait d'expliquer un système à différents niveaux? Parce qu'il y a toujours différents niveaux. Vous allez le voir après. Par exemple, ça c'est un niveau. Donc, on peut avoir différents niveaux de zoom. Et surtout, dans ma modélisation, j'aime bien le fait de mettre au centre, entre guillemets, ou en tout cas de manière assez évidente, les utilisateurs du système et les interactions. Ça me paraît être le plus important, limite, dans ce que je vais expliquer. Du coup, je vais vous parler d'une modélisation que j'aime beaucoup, que j'utilise énormément, qui s'appelle le modèle C4. C4, pourquoi? Parce qu'il y a 4 niveaux, et à chaque fois, c'est des C. Donc, niveau contexte, premier, niveau container, niveau components et niveau code. En fonction des interlocuteurs, je peux choisir le niveau qui me correspond bien, mais l'avantage de cette modélisation, c'est qu'entre chacune des vues, il y a une vraie corrélation. Ce n'est pas des vues différentes pour des interlocuteurs différents, c'est vraiment une vue va être en corrélation avec l'autre vue, et cette corrélation, elle est très simple. Dès que je veux descendre d'un niveau, je zoome sur un des éléments. C'est la seule chose que je fais. Donc sur le premier, j'ai trois carrés. Je zoome sur le carré du milieu. J'ai toujours mes 3 carrés. Le carré du milieu, c'est juste un peu ouvert. On voit un peu ce qu'il y a dedans. Et donc je vais faire ça, je vais répéter. Et plus je répète, plus je descends en détail, plus je vais aller vers les personnes qui sont sur leur PC pour coder, en général. Plutôt dans ce zoom-là. Ça va? T'as un exemple? Je suppose. Toujours. Juste avant de passer sur un exemple, ce que j'adore dans cette modélisation, c'est que c'est des carrés et des traits. Il n'y a pas plus. Il y a du texte, mais on va partir du principe que ça va. Ça, c'est acquis. Donc, avec des carrés et des traits, on arrive à modéliser des choses. Et jusqu'à maintenant, je ne suis pas tombé sur un cas où je ne pouvais pas utiliser cette modélisation pour expliquer ce qu'on allait faire, comment, etc. Donc voilà, très simple. Pas beaucoup de jargon, j'aime bien. Donc, je vais prendre un exemple, mais que pour les 2 premiers niveaux, contexte et container. Donc, premier exemple, je suis un utilisateur, je suis un fournisseur de logiciels. Quand je dis fournisseur de logiciels, par exemple, j'ai un site e-commerce. J'ai un utilisateur qui utilise mon site e-commerce. Et bien, utilisateur, site e-commerce. Tout simple. Que fait un site e-commerce? Je peux y vendre des chaussures, des serviettes de bain, etc. Ça va? Premier niveau, c'est vraiment se dire, mes utilisateurs, mon système. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que mes utilisateurs font de mon système? Si jamais, ça peut arriver, si jamais mon système utilise un système externe, par exemple pour le paiement, je me dis j'utilise PayPal. Voilà, j'ai voulu faire simple, je paye par PayPal, j'ai mon utilisateur, mon système, PayPal. C'est une petite flèche pour dire ça utilise PayPal. Avec ce niveau-là, j'ai déjà expliqué pas mal de choses potentiellement autour de mon système. Je vais zoomer sur mon site web et je vais me dire, du coup, comment c'est fait à l'intérieur. Et là, ça devient déjà un peu plus technique. Mais globalement, quelqu'un qui a des notions d'infrastructure, il comprend rapidement ce schéma-là. J'ai quoi dans mon site web? J'ai une application web et une base de données. Comment ça marche? C'est pas l'intérêt de cette vue-là. Je dois juste expliquer ce que j'ai dans mon système. Donc, j'ai une application web et une base de données. Ça va? C'est assez simple. Oui, très simple. Donc,
Donc une fois qu'on s'est dit on a un super modèle pour représenter, ça marche bien, c'est rapide, c'est cool, ça je peux l'utiliser sur un coin de table, sur une serviette en discutant, ça marchera quoi. La personne elle va comprendre et si elle a des questions, normalement je devrais être capable de répondre à ce niveau-là. Ce qu'il faut maîtriser un peu plus, c'est l'exhaustivité des containers qu'on peut créer. Donc là j'ai mis une application web et une base de données. Je peux avoir plein d'autres choses, je peux avoir une queue pour recevoir des messages, je peux avoir un pare-feu, je peux avoir une messagerie. Alors, on peut imaginer vraiment une belle palette de containers possibles. Si vous connaissez un petit peu Docker, en général, si vous avez réussi à mettre un truc dans Docker, vous pouvez le mettre ici, sans trop de difficultés. À peu près, ça ressemble à peu près à ça. Donc une fois qu'on s'est dit ça, on est capable de prendre un système, de l'analyser, de mettre en face un début de comment. Donc, ok, tu vas faire une appli, tu vas le développer, comment c'est fait, une application web, une base de données, etc. Potentiellement, enfin éventuellement, je vais commencer à coder. Commencer à écrire du code quelque part. Là, ce que je vais vous partager maintenant, donc c'est pas lié à comment je décris. Là, c'est fini, hop, on a acquis la compétence, on sait décrire un système. Là, je vais vous partager plutôt des éléments sur l'architecture, comment ça m'aide à construire le cadre de mes développements. Ça marche? Donc là, on change vraiment. On a vu 2 choses sur Wikipédia, on a analysé les 2. Là, on passe sur la deuxième. Et donc, du coup, j'ai essayé de classer ça par niveau de difficulté. Je vous donne les trucs faciles. Quand vous analysez du code, quand vous lisez du code, il y a des quick tips, mais c'est vraiment, on le voit tout de suite. Moi, je mets ça dans la partie easy. Ça peut être un peu touchy des fois, mais en général, on se débrouille pas trop mal. Le premier truc, c'est, à chaque fois, c'est des acronymes. On aime bien les acronymes quand on fait de l'architecture et tout ça. Donc, le premier acronyme, c'est DRY, Don't Repeat Yourself. Si on est en train de regarder du logiciel, peu importe le niveau, ça peut être au niveau de l'infra, ça peut être au niveau de la base de données, ça peut être au niveau du code. Très globalement, si vous vous répétez, c'est probablement pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que le fait de répéter une information fait que si vous devez la changer, vous devez la changer à autant d'endroits. C'est ça qui est complexe. Et donc là, on parle de synchronisation. Et quand vous avez de la synchronisation ou de l'orchestration à faire entre 500 éléments, eh ben ça peut vite être compliqué. Donc, Don't Repeat Yourself, c'est assez universel. Dans le code, ça se retrouve aussi. Des fois, vous voyez le code, ligne 1, je fais un truc, ligne 2, je fais la même chose, ligne 3, la même chose. Là, je commence à cogiter, je me dis, comment je peux réussir à ne pas me répéter? C'est une vraie question. Moi, je me la pose à chaque fois que je crée du code, je me pose cette question. Est-ce que je ne suis pas en train de me répéter? Deuxième petit outil, alors celui-là, il est à doser, mais voilà, il faut quand même essayer de se poser cette question. C'est YAGNI, c'est You ain't gonna need it. Globalement, ça veut dire tu ne vas pas en avoir besoin. Ne fais pas des choses dont tu n'as pas besoin. C'est aussi simple que ça, mais c'est vrai qu'on a des esprits d'ingénieurs dans la tech. On commence à imaginer le truc, on se dit ouais mais ils vendent des chaussures, peut-être qu'ils veulent vendre des fusées, et puis après on va aller faire le toit de la Lune, on va vendre des parcelles de Mars. Donc il faut imaginer des mètres carrés. Donc on est en train de vendre des chaussures. Il ne faut pas forcément se limiter strictement de manière très bête et mécanique à ce qu'on a identifié, mais il ne faut pas non plus se lancer dans des choses qu'on a échafaudées sur 10 niveaux avec 15 coups d'avance. On n'est pas aux échecs, on est juste en train de construire un système. Ça va? Donc celui-là, très simple, difficile à doser. Il ne faut pas non plus basculer dans le je fais rien. Donc quand votre business vous dit j'ai besoin d'un truc, non, on fait pas, on n'a pas besoin. C'est pas ça le discours. Faites attention, dosez-le. Mais si c'est trop loin, ne vous lancez pas dans le sujet. Et puis le troisième, qui est KISS, ça ressemble un peu à YAGNI, mais il y a une nuance. KISS, c'est vraiment se dire, quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire de la manière la plus simple possible. On a eu une période où le meilleur développeur, c'était le mec qui faisait que du one-liner. C'est tout sur une ligne. Je fais tout sur une ligne. Je crée de la donnée sur une ligne, je valide, tout se fait en une ligne. Il n'y a pas une compétition. On n'est pas en pénurie de lignes de code, etc. On peut y aller, on peut en mettre 3, 4. Du moment qu'on se partage le code, si je le montre à Mathis, je lui dis
mon code, tu le comprends ou pas? Il va me dire oui, non, je comprends pas, c'est trop compliqué, je le change. Il n'y a pas de mal. Alors, il y a des industries où on a besoin de performance, on a besoin d'éléments, je appelle ça un peu de la virtuosité. Des fois, on en a besoin, mais c'est très précis. C'est dans de la finance, c'est dans de l'aéronautique. Là, on tape sur des choses pour faire un formulaire avec nom, prénom suivant. Vous n'avez pas besoin de très, très grande performance, normalement. Ça va? Donc, celui-là, pareil, on fait simple. C'est simple, des fois, les gens, ils regardent mon code, ouais, on dirait un enfant de 4 ans qui l'a écrit, bah, tant mieux. Ça marche. If, truc, else, truc. Je pense que tout le monde comprend, même sans avoir codé. Juste parler un petit peu anglais et ça va. Alors là, on monte de niveau. Je vais parler plus d'architecture logicielle, mais en prenant un peu plus un aspect orienté objet. Ça va peut-être parler à certains ou certaines d'entre vous. Orienté objet, c'est une manière de concevoir où on se dit que les abstractions de notre problème peuvent se concevoir à l'aide d'entités qu'on appelle des objets. Par exemple, une voiture, c'est une carrosserie, des roues, un coffre, des feux, un volant, etc. Ça, on peut appeler ça des objets. Et puis, ces objets vont interagir pour rendre le service, pour répondre à la solution. Okay. Donc là, ce que je vous montre ici, retenez juste l'acronyme SOLID. Jetez un petit coup d'œil, c'est vraiment sympa, il y a plein de choses autour, il y a plein de gens qui en parlent probablement beaucoup mieux que moi. Je vais juste vous parler de deux choses qui, pour moi, sont assez importantes. La première, c'est le single responsibility, ça veut dire une seule responsabilité. Je vais vous le décrire juste après. Et le quatrième, qui est des interfaces qui sont séparées. Je vais vous en parler tout de suite. Donc, single responsibility, c'est se dire, quand je modélise, quand je crée mon logiciel, je vais créer une abstraction. Plutôt que de faire une grosse abstraction qui fait tout. Si vous avez travaillé, par exemple, dans l'e-commerce, vous connaissez cette classe produit qui fait la mise en ligne, la dispo, le prix, les promotions, etc. Et puis, personne ne veut y toucher parce que ça fait 3 millions de lignes. Et quand on touche un truc, ça casse tout. Quand je dis ça casse tout, ça casse le catalogue, le site web, le panier, les factures, et ça peut aller jusqu'à le mail client qui est pas bon. Donc du coup, plutôt que de faire des gros objets comme ça qui regroupent tout, l'idée c'est juste se dire je sépare en responsabilité. Donc là, dans mon premier, j'ai démarré, arrêté, vérifié l'huile, etc. Si je me dis j'essaie de séparer en responsabilité, je peux identifier d'autres objets qui peuvent être intéressants. Par exemple, le conducteur, lui, il fait quoi? Il roule. Ça marche. Si mon conducteur il tombe en panne, j'ai quand même le reste qui fonctionne. Je me sécurise un petit peu. Ça va? Donc, single responsibility, ça marche sur les objets, ça marche sur les fonctions, ça marche sur à peu près tout. Les systèmes aussi. Faites pas un système qui fait tout. Si vous mettez tout sur le même système, s'il tombe complètement. Alors que si vous avez l'inscription sur un système, l'achat sur un autre système, la vente sur un autre système, le catalogue ailleurs, etc., potentiellement, ça a moins de risque de tomber. Si vous allez un peu à la mer, 2 moteurs, c'est mieux qu'un seul. Parce que quand vous êtes en panne, il y a moins de chances de tomber en panne avec 2 moteurs et se retrouver en pleine mer avec pas de moteur, c'est pas cool. Il reste des rames et ça marche pas bien. Et du coup, le deuxième principe dont je voulais vous parler, c'était la séparation des interfaces. Pourquoi je trouve ça important? Parce que je le vois beaucoup dans le code que je lis. Celui-là, il est un peu plus subtil, mais globalement, ça marche. Je me dis, je veux modéliser le monde animal. Dans le monde animal, j'ai des animaux qui vont marcher, des animaux qui vont voler. Donc là, je suis plutôt au-dessus. Donc je me dis, voilà, animal, ça vole, ça marche. Maintenant, je veux venir créer 2 types d'animaux, les chats et les pigeons. Et en ayant rassemblé en termes de comportement, vol et marche, dans la même entité, j'hérite forcément dans chat et pigeon des 2. Je vais mettre quoi dans chat pour vol? Bonne chance. But not implemented, en général. Vous l'avez forcément vu. Si vous l'avez vu, c'est que vous êtes tombé là-dessus. Donc c'est très courant. Not implemented, c'est un signal. Ça veut dire j'ai raté ma modélisation. Donc on se remet en arrière, on refait un petit travail de modélisation et on se dit finalement dans mes animaux, j'ai des animaux qui marchent, j'ai des animaux qui volent. Un chat, ça marche, nickel. Un pigeon,
Ça vole, oui. Et comme les volants ont aussi hérité de la marche, et ben, le pigeon, il peut marcher et voler, sans problème. Si je veux créer un animal qui fait que voler à côté, ça ne marchera pas, ma modélisation. Donc effectivement, à chaque fois que je veux rechallenger ce que j'ai conçu, je dois revenir, réfléchir à comment j'ai modélisé, ce que je veux changer. Ça va? Là, vous avez passé le médium. Tout va bien? Alors, on va passer sur le hard. Sur le hard. Pourquoi j'ai mis ça dans hard? Parce qu'il y a beaucoup plus de choses. C'est beaucoup plus dense en termes d'éléments, de matière. Donc ici, je vous ai mis ce qu'on appelle des design patterns, des patrons de conception. Il y en a 23, ça a été formalisé dans 1 million de bouquins, mais il y en a un qui est très connu, qui est vraiment sympa, que je vous invite à lire, qui s'appelle Design Patterns, tout simplement. Et en fait, ces patrons de conception sont divisés en 3 grandes catégories. Il y a des patrons de conception qui vont nous aider à créer des choses, d'autres qui vont nous aider à structurer ce qu'on est en train de créer, notre système, et d'autres qui vont nous aider à gérer du comportement au sein de notre système. C'est important de savoir qu'il y a vraiment 3 catégories, parce qu'en fonction du problème que vous êtes en train d'essayer de résoudre, eh ben vous allez pouvoir vous appuyer sur une de ces catégories. Exemple, je veux créer plein de voitures. C'est de la création. Donc du coup, je vais voir dans Creational, est-ce qu'il n'y a pas un patron de conception qui peut m'aider? Et potentiellement, il y a bingo. Et puis, c'est facile et on démarre. Cette partie-là, je l'ai annotée avec la partie standard. Pourquoi? Parce que c'est assez connu, c'est assez répandu. Si vous tapez Design Pattern, c'est très documenté. Donc pour moi, ça tombe plus dans le standard. Peut-être pas en place dans vos équipes, mais ça tombe plus dans le standard que dans l'invention ou l'innovation. Vraiment sur des trucs qu'on maîtrise et qu'on connaît plutôt bien. Donc je vais vous prendre un exemple. J'ai mon client, il vient me voir, j'ai fait un système où je peux taper des notes, et il me dit tu peux me rajouter le fait de revenir en arrière, parce que quand je me plante à chaque fois, c'est galère, quoi. Si je fais CTRL-Z, ça passe à la page précédente. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc il vient me voir avec cette demande-là. Je pourrais galérer. Ça, ce serait une première idée, de me dire je vais galérer, je vais gérer plein de trucs, etc. Dans ma tête, je me dis design pattern peut-être. J'y vais, hop, bingo, no problème. Il y a un design pattern qui existe, qui s'appelle Memento, qui est déjà très documenté. Si vous voulez l'implémenter, vous allez sur Internet, vous cherchez Memento Java, ça apparaît dans votre code, c'est hyper rapide. Et donc du coup, Memento, il permet de faire quoi? Il permet de gérer pour un élément une historique. Donc, si je fais précédent, je peux aussi faire suivant. Précédent, suivant. Donc quand vous utilisez Word ou Excel ou autre et que vous faites CTRL-Z, et bien derrière, c'est Memento. Tout simplement. Tout est déjà très bien documenté. Autre exemple, un peu plus subtil. Je suis en train de créer un outil de blogging avec mon client. Et il me dit, maintenant, ok, c'est cool, j'ai plein de trucs, ça part en prod, tout le monde voit que j'ai tapé des conneries. J'aimerais bien le faire relire par mon collègue ou ma collègue. Et j'aimerais bien qu'ils me disent si c'est bon, c'est pas bon, qu'ils me le valident, etc. Donc je voudrais que tu me rajoutes la possibilité de créer des brouillons, puis après de publier mes brouillons. Et si jamais je veux plus utiliser, je peux archiver aussi. Là, il y a moyen de se lancer, si vous aimez un peu les challenges. Comment je passe de draft à publish, quelles sont les règles, comment, sur quelle action, comment est-ce que je peux revenir en arrière? Je peux ou pas? Du coup, if published, else draft, voilà, on peut y aller sans problème. Moi, pareil, un peu fainéant, je me dis peut-être que sur un coup de chance, il y a un design pattern qui m'aide. Et ouais, il y a un design pattern. Donc là, pas de problème, monsieur client. J'ai un design pattern qui fonctionne bien, ça s'appelle le pattern état, pattern state. Ça ressemble beaucoup aux automates finis si vous avez fait un petit peu d'informatique théorique. En gros, j'ai plusieurs états, je peux passer entre mes états avec des conditions. Et ça, c'est pareil, c'est documenté. State pattern, c'est sharp, vous l'avez, c'est emballé, c'est pesé, votre besoin il est réglé. Et en plus, l'intérêt des design patterns, c'est que c'est documenté, redocumenté, surdocumenté. Donc c'est potentiellement bien fait. Un peu mieux fait que si c'est Jonathan qui le fait. Ça je peux à peu près vous l'assurer. Donc du coup, là je vous ai parlé plutôt de code, de
comment je peux implémenter, créer des solutions. Je vous montre aussi, alors là, j'ai mis 3 fois plus compliqué, parce que c'est un peu plus touchy, il faut un peu plus d'expérience, il faut avoir vu un peu plus d'éléments dans l'architecture logicielle et technique. Mais là, je vous mets des exemples de design pattern, pattern d'architecture, qui fonctionnent aussi, que vous pouvez utiliser, que vous pouvez implémenter, qui sont documentés. Mais là, en revanche, on ne touche pas juste à une partie d'un système, on peut toucher à la totalité d'un système sur certains de ces patterns. Le tout premier, c'est CQRS. Alors, CQRS, ça veut dire Command Query Responsibility Segregation. Je sépare les responsabilités entre tout ce qui est commande et query. Commande, c'est des actions que je demande. Query, c'est des informations que je récupère. Donc, si je dis change-moi le statut de publication, ça c'est une commande. Donne-moi tous les articles qui sont publiés, ça c'est une query. Vous voyez le truc? Et donc en fonction des systèmes, il y a des subtilités. Si vous êtes sur un système par exemple, où vous vous dites toutes les nuits, je dois mettre à jour mes informations, toutes les nuits, que ça dure 1 heure, 4 heures, 5 heures, on s'en fout un peu, c'est pas très grave. Ici, sur la partie commande, ça peut être très petit en termes de capacité à faire. C'est pas très grave. Ça peut durer 4 heures, on s'en fiche. Par contre, vos clients qui veulent utiliser le système, eux, il faut que ça soit à la milliseconde. Ça peut arriver. Et donc, du coup, ce pattern, je l'utilise beaucoup dans ce cas-là. Où je dois vraiment me dire, pour certains utilisateurs, je veux du tout de suite. Il faut que ça marche, quoi. Il faut que ça soit efficace. Pour d'autres, ils peuvent attendre, c'est pas très grave. Comme j'ai séparé les deux, ça fonctionne bien. Juste en dessous, je vous ai mis une petite documentation, un petit pattern qui est pas mal en vogue, qui s'appelle la Clean Architecture. Il y a eu Clean Code, il y a eu Clean plein de choses. Là, ça parle de Clean Architecture. Je vous en parle pas plus, je vous mets le mot, une petite recherche si vous voulez voir un peu de quoi ça parle, mais globalement, ça aide à organiser son projet de manière à pouvoir naviguer facilement entre différents projets, différentes technos, différents clients, etc., en s'y retrouvant à chaque fois, parce que comme c'est un peu une manière de décrire, on s'y retrouve, quoi. Si je cherche les bases de données, je sais où elles sont. C'est un peu ça l'idée. Ça ressemble à MVC. J'ai pas mis MVC d'ailleurs, je pourrais le mettre, un modèle vue contrôleur. C'est aussi des patterns qu'on peut utiliser. À côté, je vous ai mis l'architecture hexagonale, on en parle beaucoup aussi. J'aime bien, ça peut être très complexe sur un petit projet, mais globalement, c'est se dire que tout ce qui est lié à mon métier ne bouge pas souvent, bouge très peu. Mon métier, il ne change pas du jour au lendemain, sauf si, oui, il y en a peut-être quelques-uns de métiers qui changent du jour au lendemain, mais globalement, mon métier, il reste stable. Donc, ce que je veux faire, c'est essayer de le positionner dans mon système de manière à ce que je le protège. Ou en tout cas, que son évolution ne soit pas impactée par le changement de version de la base de données. C'est quoi le rapport? Je n'ai pas changé de manière de vendre des chaussures, j'ai juste changé de version de base de données. Ça ne devrait pas impacter mon métier. Donc les deux systèmes qui sont à droite sont un système un peu en couche, où le cœur est vraiment protégé et peut évoluer de manière assez sécure, assez safe. Tout ce qui est autour peut changer n'importe comment. On a des manières simples de venir se reconnecter pour pouvoir faire évoluer, par exemple, très facilement les versions de base de données, les firewalls, les protocoles. Si on se dit, aujourd'hui, on utilise des API REST, demain, on veut faire du GraphQL, ça marche. C'est assez rapide. On n'a pas tout à redévelopper et ça peut se faire assez facilement avec ces systèmes. Okay. C'est un peu plus abstrait. Quand on parle d'architecture, ça parle vraiment de tout ça. J'ai essayé de condenser un peu, de vulgariser pour que ça soit facile pour vous. Mais je vous mets quand même un warning. L'architecture, il n'y a pas de cerveau dans l'architecture, ça n'existe pas. Donc il faut venir avec le vôtre, vous faites de l'archi, il faut le mettre allumé, play, et puis là on va utiliser les outils de manière vraiment réfléchie. Ce que je vous ai montré, ça va vous aider, probablement, mais appliquer juste ce que je vous ai montré, ça fera pas de vous un très bon développeur, ça fera pas de vos systèmes des très bons systèmes. Il faut vraiment l'utiliser avec une réflexion et avoir une stratégie pour déployer tout ça. Ça roule, c'est un fairly warning, il faut le prendre en photo, hein, ça. Je peux publier celui-là. Et du coup, j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions sur l'architecture? Comment devenir architecte?
Il faut aimer ça, déjà, je pense. Ouais, il faut avoir envie de. Il faut avoir envie de le faire. Pour moi, il faut faire un peu de tech. Il y a des gens qui veulent devenir architecte, mais sans faire de tech. Je sais pas comment. Je crois qu'il faut aimer aussi, justement, faut pas être technique dans le sens où il faut avoir envie de comprendre les problèmes métiers d'abord, et puis après plonger dans la partie technique, sans quitter la partie technique. Enfin, mon point de vue, c'est ça. Je disais peut-être au début. Donc, il faut maîtriser la tech, parce qu'on ne peut pas juste dire aux devs, regarde, design pattern, etc. Il faut vraiment comprendre ce que ça fait, comment ça s'utilise. Il faut de l'expérience. Pour moi, il y a en prérequis, s'il n'y a pas un minimum d'expérience, ça ne marche pas. C'est pas un métier d'élite, hein. Je vous spoil le truc, c'est pas lui, il est très bon, il va être architecte. C'est lui, il a envie, il aime discuter avec le business pour comprendre les problèmes. Il aime discuter avec les devs pour comprendre le pourquoi de la solution. Il a de l'expérience, il a vu beaucoup de solutions dans sa vie de professionnel. Et beaucoup de solutions, c'est au moins 4-5. Il en a peut-être créé 6-7 aussi, lui-même, de zéro. C'est aussi une vraie compétence que tous les devs n'ont pas. C'est quelqu'un souvent qui a eu assez de projets partir en vrille pour le voir tout de suite, qui va. Voilà. Donc ça, c'est de l'expérience. Ouais, c'est ça. Ça, c'est de l'expérience. Il faut aimer discuter aussi. L'architecte, il discute beaucoup. Souvent autour de présentations avec des schémas pour essayer de comprendre, enrichir aussi. Il y a beaucoup de communication. Ouais. Beaucoup de les schémas servent beaucoup à la communication, support de communication. Et puis, je voulais rajouter aussi, tu allais peut-être le dire, mais c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de patterns en tête pour savoir à quoi se raccrocher. Et c'est vrai qu'il n'y en a que quelques-uns, mais en réalité, il y en a des dizaines, voire des centaines. Donc une fois que tu as suffisamment d'expérience, que ça te plaît, etc., pour moi, tu peux déjà commencer à discuter avec ton manager, ton collègue ou autre pour dire moi, j'aimerais bien travailler avec quelqu'un sur, je sais pas, le démarrage d'un projet. Ça, c'est déjà une première piste. Quand tu fais ça, tu commences à plonger dans ce job et ce rôle d'architecte. Moi, j'ai déjà fait ça, mais la question que je me pose, c'est après comment tu flippes pour passer au niveau dessus. Parce que commencer un produit from scratch, ça j'ai déjà fait, et à échelle pas ouf, mais c'est pas mal. Et ensuite, je me demande comment ensuite les gens vont te faire confiance en voyant sur ton CV que tu as fait 3 ou 5 ans de développement, et ils dire, lui potentiellement, il peut devenir architecte. Moi, je sais pas si j'ai flippé avant. Je pense que personnellement, j'ai juste mis sur mon CV que j'avais fait de l'architecture. Et puis dans mon job suivant, on m'a dit tiens, tu as fait de l'architecture? Je dis bah oui. Du coup, tu sais faire quoi? Je dis bah je sais créer un système. Ils m'ont dit bah vas-y, fais sur celui-là, on va voir. Et ils ont aimé. Donc je pense qu'à un moment, tu as juste le fait de dire je sais faire de l'architecture, peut-être pas de très gros systèmes, parce que ça dépend de la taille du système que tu veux créer. Mais si tu dis je sais faire de l'architecture, par exemple web, parce que tu as fait une page web, une web app, de la base de données, etc., que tu as mis tout ça en route, pour moi, tu peux déjà commencer à pousser ça. Moi, je vois vraiment pas de barrière au fait de se dire j'ai un peu touché de l'architecture, je veux me lancer dedans. Et bah, tu cherches une mission d'architecte junior et puis tu seras avec un senior et ça démarre. Je ne sais pas si tu avais un autre avis. Non, je suis plutôt d'accord. C'est-à-dire quelque chose que tu sens que tu peux le faire ou pas. Et puis, tu parlais un peu c'est vrai qu'il y a un peu d'expérience. Il faut avoir peut-être quelques projets de développement. Mais je pense que c'est aussi à partir du moment où on sait expliquer un système sans entrer dans la technique, c'est déjà un travail en tout cas, une manière de travailler d'architecte, une manière de présenter les choses qui fait que, on arrive à se faire comprendre. Sans entrer dans la technique, c'est déjà, on va dire, le niveau architecte. En général, c'est peut-être ce qu'on peut faire comme différence entre le développeur. Le développeur, il va s'attacher et s'accrocher aux parties techniques, au vocabulaire technique, etc. Si tu arrives, je pense, à expliquer les choses sans entrer là-dedans et qu'une personne d'un métier qui n'est pas dans l'informatique comprend ce que tu dis, bon, c'est bien parti, je pense. Ouais.
Moi, je pense qu'en tant que développeur, si tu fais du domaine-driven design, tu parles métier. Donc, Oui, mais Domain Driven Design, c'est déjà beaucoup d'architecture. Ça reprend déjà beaucoup de concepts d'architecture. Et c'est une bonne manière d'attaquer le sujet pour moi. C'est très moderne, quoi. Voilà. C'est bien aussi, je vais dire, de voir aussi différents projets que souvent les architectes dans une entreprise, c'est-à-dire qu'en général, voilà, ils vont dans différentes équipes, différents projets, et ils voient différentes manières de faire, différentes problématiques et différentes manières de les résoudre. En plus, des projets, moi je dirais même secteur d'activité, ça peut être Oui, enrichissant. oui, Si tu as fait un peu de bancaire, différents métiers. tu vas faire du retail, un peu d'aéronautique, un peu de transport, un peu comment on travaille dans différentes disciplines. Je pense que ça t'aide quand même à t'enrichir aussi. C'est des grandes entreprises que tu cibles. Si t'es chez ADO, si tu fais de l'aéronautique, faut pas trop Pas avoir fait que ça. Pour moi, tu devrais passer par Product Leader, ça me paraît un parcours cohérent en fait. Parce qu'à partir du moment où tu es capable de structurer un projet de A à Z en échangeant avec à la fois le métier et le dev, tu es déjà proche de l'architecte par du CTO, tu vois. Donc, je sais pas. Moi, je pense qu'on retrouve des éléments, tu vois, communiquer, concevoir, être capable de discuter à la fois avec du dev, du business, du PO, des gens de l'infra pour essayer de comprendre comment ça marche et surtout avoir un périmètre parce que tu peux pas être architecte sur juste un petit machin qui est dans un coin, avoir un périmètre de jeu qui soit quand même intéressant. Que tu aies au moins 3-4 éléments techniques à faire travailler ensemble. Sans ça, je pense que tu ne peux pas vraiment faire une expérience suffisante pour te lancer. Est-ce que tu es sorti du fonctionnel? Ouais, tu es sorti par la porte fonctionnelle. Alors, tu t'es mis à la GPU. Tu peux reposer ta question, je vais être sûr de l'avoir bien compris. Tu as commencé développeur. Ouais. Est-ce que tu es passé par la case genre product owner, gestionnaire de projet? Bon, est-ce que tu es. Ouais, j'ai fait ça. Ouais. J'ai pas aimé, mais j'ai pas aimé, mais j'ai fait ça. Ouais. Donc j'ai fait product owner pendant presque 2-3 ans. 2 ans sûrs. Et à l'époque, c'était Scrum qui était à la mode, donc je m'étais formé Scrum, etc. J'avais passé les certificats, j'avais compris plein de choses sur le fait que c'est difficile d'être product owner. Mais effectivement, ça aide à comprendre un peu les enjeux du business aussi. Après, j'ai formé des product owners. Ça me plaisait plus que de le faire au quotidien. Mais t'as quel âge? 37. Ça se dit pas. C'est plus jeune que moi. J'ai beaucoup bougé. Ouais. Non, mais t'as une grosse expérience. Quelqu'un qui paraît si jeune. Je prends ça comme un compliment. Ah, tu peux. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il y a d'autres questions. Comment vous abordez la data privacy first dans les Tu m'as niveau architecture, ouais. J'ai pris 15 ans d'un coup, il m'a voyé. Alors aujourd'hui, j'ai un avantage, c'est que sur les projets que j'ai actuellement, il n'y a pas de données privées. C'est un avantage. Autrement, on suit le cycle classique des PO, la totale. On a des audits fréquents de nos systèmes pour s'il y a de la donnée personnelle. Là, on enchaîne sur des classements, impact business, impact métier, etc. Ça fait a posteriori, parce que ça dépend. Tout dev, ça dépend. Il faut commencer par data privacy first, mais je ne sais pas comment c'est abordé effectivement. Moi, j'avais fait dans dev. Ça veut dire qu'il faut commencer par ça et mettre les briques après. Enfin, voilà, pour moi, il faut commencer déjà par une étude. Ça arrive après en général. Sur des projets au long cours. Oui, mais c'est vraiment le terme data privacy first. Ça ne peut pas être first du coup. Si, ça peut être first. Hein. C'est rare. Il faut d'abord bien travailler ton système pour isoler au maximum ta partie données privées. Après, il y a des entreprises qui se spécialisent de plus en plus
dans l'anonymisation, pas la pseudonymisation. L'anonymisation, Donc ça se fait. ça se fait aujourd'hui. Et pseudo. Il Vous avez parlé, excusez-moi, je suis arrivé en retard, de la partie au niveau infra de s'appuyer en tant qu'architecte sur la composante management de database, des choses comme ça, des effets structurants au niveau entreprise, pour qu'il y ait une pérennité au niveau des documents d'architecture technique, etc. Ouais. Justement, et pas s'éloigner un peu du dev, surtout quand on travaille avec de la tierce maintenance applicative, etc. Où on n'a plus la main sur la dev direct. Mais peut-être j'ai raté. Non, on n'a pas parlé du tout de ça. On n'a pas parlé de ça. Ça m'intéresse. On peut en parler après avec un carburant spécial. Comme ça. Parce que justement, le rôle d'architecte devient de plus en plus au niveau référent, et puis c'est lui qui monte le référentiel d'entreprise. Et 100% dev, j'ai rien contre, j'ai pas envie de me souvenir au courant, mais il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. Non, c'est vrai. Donc, Il y a toute une partie documentation. J'adore cette partie-là en plus. Donc, si vous voulez en discuter après, on pourra en parler. Aujourd'hui, sur l'aspect vraiment documentation, côté architecture, j'identifie un vrai gros enjeu, c'est le versionning de la documentation. Et c'est un sujet que je travaille depuis quelques mois déjà, années même. Là, en ce moment, mon sujet intéressant, c'est le fait de pouvoir versionner des schémas. Et pour faire ça, il faut les taper de manière à ce qu'on puisse les enregistrer, par exemple, dans un repository. Voilà, j'ai pas mal de pistes autour de ça. Des flux d'interface, il y a un super produit dans Linux, etc., qui permet de stocker les flux. Oui. Et donc de suivre, et donc on se rapproche de la data du coup. Et donc en fait, on piste les flux, et ça permet de remonter le système et de voir quels sont les détournements, les risques, les sorties. Il y a beaucoup d'outils comme ceux-là qui sont faits en custom aussi. Donc c'est souvent du déclaratif. Aujourd'hui, je suis mitigé entre les déclaratifs et puis vraiment de l'observation. J'essaie d'explorer les deux, mais j'ai pas de solution réelle pour cette problématique de documentation. C'est vraiment un sujet très actuel. Soit le côté ITSM, ServiceNow, machin, truc, etc., ou le côté plutôt ticketing, Confluence et compagnie, et ils sont rarement confluents. Non, ils sont pas du tout même. Ils sont pas du tout. Après, côté ServiceNow, ils font des efforts pour mettre à dispo des outils qui permettent de venir faire un peu de déclaratif de temps en temps. Mais aujourd'hui, j'ai pas exploité la solution suffisamment pour me dire je suis convaincu que mettre ça en place, ça va m'aider à documenter complètement mon système et faciliter de l'ATM. Avec le système de KV avec une CFDB bien renseignée, quand même. Et c'est lourdingue quand même. Ouais. À l'usage, pour avoir pratiqué, c'est lourdingue. C'est compliqué. Pardon ? CFDB, c'est utile. Non, parce c'est utile, c'est structurant. Oui, composant de database, composant de management de database. L'idée, c'est de se dire que plutôt que de documenter des éléments dans du texte, de n'importe où, c'est de le rassembler dans un seul endroit. L'avantage d'une CMDB, c'est que, par exemple, votre manière de déployer, donc votre infrastructure, elle peut être décrite dans une CMDB. Pour dire, j'ai 3 serveurs, 2 firewalls, etc. Ça peut être décrit dans une CMDB. Ouais. Et l'avantage de ça, c'est qu'on peut aussi l'automatiser. C'est toujours un peu... Et lié, incident, change, etc. Oui. Si ICD, tu as les tutti quanti, quoi. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions liées plutôt à ce sujet-là? Sinon, je vous propose qu'on passe à un break et qu'on aille boire de l'eau. En tout cas, merci beaucoup, Jonathan.